Il faut dire que le sujet est important parce qu'on va parler habitat tertiaire, logement. Donc on sait que c'est un des gros poids dans la consommation énergétique. Hein. Les bâtiments, c'est 45% de l'énergie, devant le transport, l'industrie et l'agriculture. Hein. Les ordres de grandeur, c'est 45%, le transport 33%, l'industrie 19%, l'agriculture 3%. Voilà. Et ces 45% sont à 2 tiers pour les logements et 1 tiers pour le tertiaire. Donc le sujet de ces bâtis, l'amélioration du bâti à la fois sur la construction et sur la rénovation est vraiment un énorme sujet sur lequel il faut qu'on puisse avancer. Et il y a à la fois des innovations à faire sur la construction, mais il y a aussi beaucoup de réflexions à faire sur la rénovation. Comment ce stock qu'on ne peut pas faire disparaître, qu'on ne peut pas recycler ou rétrofiter comme les voitures, et optimiser pour ce faire. Donc on va avoir plein d'intervenants, à la fois des très locaux qui réfléchissent à une problématique territoriale, des gens qui sont partis de leur problématique territoriale pour avoir une vision plus générale et plus nationale. Et on a aussi un certain nombre d'entreprises, à la fois des PME très dynamiques et puis des grands groupes qui vont nous parler de ce qu'ils proposent pour répondre à ces enjeux. Donc merci aux premiers de rejoindre la salle, l'estrade. Donc Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, qu'on ne présente plus puisqu'il est présent depuis le début des universités d'été. Il va nous parler d'un sujet sur la rénovation du pavillonnaire dont il nous avait déjà parlé depuis plusieurs années. Et donc le sujet avance grâce à E5T en partie. Il a pris naissance. Et puis les gens rencontrés permettent de faire mûrir le sujet. Et il atteint un niveau de maturité dont il va nous parler dans quelques minutes, qui est assez important et qu'il est plaisant de connaître. Christophe Cugnot, s'il peut nous rejoindre aussi. J'en profite avant qu'il s'exprime pour lui remettre le prix qu'il a reçu hier soir et malheureusement il ne pouvait être présent. Donc pour saluer l'initiative de cette belle PME vendéenne. Un deuxième primé qui lui était hier soir, Thierry Rigaud. Je t'interromps, Eric, parce que je voulais saluer de nouveau devant tout le monde ce prix qu'on a remis à Cugnot, donc à Christophe. Vous n'étiez pas là, mais on a beaucoup apprécié cette idée d'exemplarité et de porter des valeurs pour ses salariés et donc d'aider les gens à se former en faisant vivre la réalité de ce que demain primera en matière de règles de construction. Et donc, votre bâtiment, je le rappelle pour tout le monde, Emma Kos n'est pas là aujourd'hui, mais elle aurait été contente de voir que ce qu'elle a porté prenait corps avec un bâtiment à énergie positive et carbone moins, et puis tout ce qu'on a d'innovant en matière d'huile. Donc voilà, je voulais publiquement de nouveau vous féliciter pour ce prix, parce que dans nos régions, il y a de belles entreprises, et ces entreprises, qu'elles soient PME, PMI, TI, contribuent à la transition énergétique. Donc bravo pour ce projet et pour vos salariés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour eux en tout cas. Merci pour tous les collaborateurs qui ont travaillé à ce projet. Je m'appelle Dimitri Petrakis, donc de Schneider Electric, qui parlera des maisons connectées, et Christophe Philipponneau, qu'on ne présente plus, parce qu'il est déjà intervenu à l'avant-première, hier aussi, qui va nous parler du projet Atlantec, qui est une très belle réalisation sur le territoire de La Rochelle. On appellera les autres après. Avant de commencer et de passer la parole à Xavier Lemoine, je voudrais juste rappeler ou informer que, outre le reportage sur FR3, il y a un très bel article dans Sud-Ouest, qui est une pleine page sur l'université E5T à La Rochelle. Donc un bel écho de cette assemblée et des travaux qui sont menés ici. Xavier,
Quoi de neuf depuis l'année dernière sur le pavillonnaire? Est-ce que c'est toujours un sujet ou est-ce que c'est plus un sujet? Le pavillonnaire. Merci Eric, merci Myriam. Et puis je voudrais associer à ce qui va être dit le travail d'Eric et de Florence qui porte à longueur d'année cette question du pavillonnaire. Alors pour ceux qui avaient raté quelques épisodes, je suis maire de Montfermeil. J'ai eu à régler avec l'ANRU de très gros dossiers, parfait. J'ai eu à régler avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, les problèmes de centre-ville ancien, et on pensait que le pavillonnaire, c'était du gâteau. Sauf que le gâteau est en train de s'émietter et que la question du pavillonnaire devient la première question maintenant dans nos villes avec... Alors, soit on attend que les personnes aient une vision patrimoniale de leurs biens et qu'ils soient suffisamment solvables pour pouvoir par eux-mêmes, soit il y a des problèmes d'ordre public pour un élu et qu'à ce moment-là, il faut être assez prescriptif, incitatif et prescriptif. Et donc, c'était grâce à E5T, la rencontre en 2017 avec Vincent Legrand. Alors, je ne sais pas, il y a un... je sais pas où on en est dans les... Ouais. Parce que je te laisse faire. Ou alors, à droite, on m'a dit... Vincent Legrand de Dorémy. Ouais. Non, pas... Ah, ça marche. Pardon. Donc Vincent Legrand de Dorémy, qui véritablement avait une expertise, on va dire à petite échelle, c'est pas péjoratif, mais l'ambition c'est vraiment que nous ayons un outil national. Tous mes collègues maires, et quelle que soit la province qu'ils peuvent habiter, sont confrontés au même problème. En juin 2018, grâce à des financements de la Caisse des dépôts et consignations, nous avons pu remettre, avec l'aide de Vincent Legrand et puis d'une société d'économie mixte de la région Île-de-France, une étude où on est allé voir ce qui marchait en France et pourquoi, et ce qui ne marchait pas, ce qui est des fois plus important de connaître, et quels étaient les correctifs à apporter. Grâce à E5T en 2018, nous recevions le trophée de l'innovation territoriale, et en octobre 2018, nous étions lauréats d'un programme C2E pour vraiment expérimenter. Et là, un certain nombre de régions, un certain nombre de territoires se sont emparés de la chose. Alors, vous avez sur la petite photo qui est en face de vous les principaux protagonistes avec le maire, tiers de confiance, de proximité, prescripteur. Je ne rentre pas dans le détail, je l'ai déjà fait les autres années, mais on ne pourra pas faire l'économie de quelqu'un qui viendra rassurer et encourager ses administrés à aller sur une rénovation performante, et je reviendrai pourquoi tout à l'heure sur les raisons de cette rénovation performante et pas moins. Autrement, je pense qu'on risque les uns et les autres de perdre notre temps. Vous avez bien sûr les artisans, mais qu'on ne peut pas laisser, entre guillemets, seuls, qu'il faut, je dirais, former, coordonner, bien maîtriser, je dirais, les interventions et financières et techniques. Vous avez toute la question de la solvabilisation des finances, et puis on peut s'appuyer sur la plateforme de connaissances où on mutualise nos expériences, on capitalise nos expériences réciproques pour gagner du temps et ne pas être obligé d'inventer à chaque fois les mêmes choses. Ensuite, alors, toc. Je pense que... Ah non, ça ne marche pas. Non. Bon, c'est pas celle-là. Bon, écoutez, la technique me trahit, mais ce n'est pas gênant. J'aurais voulu trouver l'étude Trémy. Bon, c'est pas grave. Bien. Entre-temps, il est intervenu de la part de l'ADEME, l'étude Trémy, il en a été fait référence hier, sur les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles, pour dire en deux mots quand même que pour 75% des ménages qui ont dépensé à peu près 9 700 €, eh bien, le DPE n'a pas changé, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas changé et les factures sont toujours aussi élevées. Pour 20% des ménages qui ont dépensé à peu près 16 000 €, on a gagné une classe DPE. Et seuls 5% des ménages qui ont dépensé à peu près 26 000 € ont gagné au moins 2 classes DPE. Un maire, il a besoin que les constructions qui vont être réhabilitées rejoignent le niveau de performance des constructions qu'il continue de construire. On ne peut pas imaginer sur la route faire rouler le parc des années 2000, 2010, enfin là où on en est, avec un parc des années 60 ou 70. C'est pas possible. Bon, bah, vous transposez ça pour le logement, c'est une exigence
d'abord de réhomogénéiser le parc de nos logements, autrement il y a une fracture sociale qui va se faire à travers le logement, et d'autre part, la solvabilisation des familles par rapport aux travaux importants à faire vient de la performance de la rénovation. Donc ça c'est vraiment pour insister sur le caractère performant de la chose. Il y a eu un certain nombre d'acteurs, la métropole du Grand Paris, l'Association des maires de France, 36 000 maires, qui se sont engagés dans différents processus avec les ministères pour dire qu'il y a urgence maintenant à ce que nous puissions nous engager, nous organiser et nous répartir les rôles. Et puis également, c'est la nouveauté de cette année, il y a le comité stratégique des filières, industrie pour la construction, qui a mis dans ses têtes de gondole 5 projets, dont le PREP. Et donc les professionnels, je dirais, des matériaux de construction et de la construction ont bien saisi l'importance de prendre sérieusement ce sujet qui est disparate, qui est diffus, mais avec l'aide des collectivités, de pouvoir agréger, je dirais, les compétences. Et puis l'État, la Caisse des dépôts et consignations sont en train d'arbitrer sur les acteurs financiers, puisque je dirais s'il y a encore un maillon faible à ce stade-là, eh bien c'est l'aspect financier de la solvabilisation des ménages. Merci beaucoup. Voilà, donc on voit la trémie, et puis on voit, je dirais, les différents acteurs qui montent, y compris les professionnels à travers ce comité stratégique. Alors je vais demander, parce que quand je touche au bouton, c'est pas la bonne... qu'on puisse passer la diapo suivante, et ce sera la dernière, et j'en aurai fini, pour indiquer qu'à ce jour, c'est pas celle-là, il y a trois sphères. Bon, c'est pas grave. Là, c'est un compte à rebours que vous avez fait, il me reste plus que 2 minutes 20, donc je vais... pour vous dire... Oui, c'est bon. Oui. Oui, j'y suis dessus, mais là, j'ai perdu le fil pour être honnête avec vous, mais c'est pas gênant. Bon. Oui, ça m'arrive. Juste pour dire, je pense que le gouvernement actuellement, et notamment le ministère de Mme Wargon, a pris la mesure des choses, et donc un certain nombre de dispositions d'ordre national vont être prises, et notamment les arbitrages sur les acteurs financiers qui vont pouvoir intervenir sur cette question-là. La distribution des financements pourrait passer par des collectivités locales du type métropole ou du type régional. En tout cas, c'est l'échelle qui nous semble être pertinente pour pouvoir... au regard de la complexité de la matière, amortir les coûts et être dans une diffusion suffisamment large et technique. Ensuite, sur l'autre sphère, voilà, vous avez donc celle des artisans. Ce n'est pas forcément au niveau d'une commune qu'on peut coordonner les artisans, ce sont plutôt au niveau des EPCI, des intercommunalités, et un certain nombre d'intercommunalités déjà en France et en région parisienne, avec les CAPEB, avec les chambres de métiers, qui sont en train de structurer ou de tenter de structurer l'offre des artisans. Le tiers de confiance prescripteur, ça reste le maire, qu'on le veuille ou non, c'est encore le seul homme politique qui a encore à peu près du crédit, et il faut vraiment rassurer nos concitoyens sur la nécessité d'envisager ces travaux qui peuvent paraître conséquents, de 40 à 60 000 euros, c'est pas rien, mais en leur disant que les économies réelles, puisqu'il s'agit de diviser par 4, par 5 ou par 6 la facture, eh bien, permet la solvabilité de l'opération avec toutes les aides qui existent et qui sont en train d'être revues et remaniées par le gouvernement. Donc, en conclusion, les acteurs locaux sont en train de se répartir les rôles, et je pense que c'est assez bien en dynamique. La métropole du Grand Paris est sur le point de contractualiser avec l'État pour un lancement fin d'année 2019, début 2020, en tout cas sans doute avant les élections municipales, une expérimentation grandeur nature sur plusieurs territoires de la métropole pour que derrière, une fois les opérations municipales achevées du mois de mars, eh bien, on puisse réellement, les uns les autres, partir sur ce projet. Il est temps, c'est urgent. Merci, les difficultés sociales, j'arrive, Philippe, les difficultés sociales que nous avons sur le pavillonnaire, c'est bien au-delà de l'aspect patrimonial, c'est aussi les aspects sociaux qui nous préoccupent. Voilà, très rapidement. On parle de quelques milliers de pavillons ou quelques centaines de milliers de pavillons, voire de millions de pavillons?
C'est en centaines de milliers de pavillons par an qu'il faut pouvoir agir. La dégradation sociale, les problèmes d'ordre public, de sécurité, de paupérisation, de familles qui se mettent en situation de devenir des marchands de sommeil pour se recevabiliser, etc., je dirais, va très très vite. C'est vraiment exponentiel. Les pouvoirs publics et les préfets en sont très préoccupés. Et donc, il y a urgence également de ce point de vue-là. Je pense que l'État en a pris conscience. Merci beaucoup, Xavier, pour cette réexplication et cette présentation de l'avancement.